Bonjour Florian, tu es aujourd'hui partenaire responsable de communication digitale chez Bloc3, donc une agence de communication exclusivement tournée vers les boîtes Web3 et blockchain dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Déjà, merci de me recevoir, Pierre. J'apprécie beaucoup le projet que tu es en train de mettre en place. Voilà, moi, c'est Florian, comme tu as dit. J'ai 32 ans, le temps passe vite. Et ça fait une petite quinzaine d'années que je suis expert en communication digitale, mais communication au large. Et en fait, si tu veux, j'ai commencé ma carrière en 2010, 2011, je crois. Après avoir fait mes études à l'EFAP, donc une école de communication à Bordeaux, j'ai commencé à travailler dans une première agence de relations presse en Bretagne. Et à l'époque, c'était un peu les débuts des réseaux sociaux, si tu veux, qui étaient essentiellement utilisés à des fins personnelles et très peu par les entreprises. Et moi, j'ai directement, ayant toujours un peu été intéressé par les nouvelles technologies, j'avais vu un petit peu le potentiel de ce que pouvaient représenter ces nouveaux médias pour les entreprises. Donc, du coup, j'ai demandé tout simplement au boss de mon agence si je pouvais mettre en place un petit service de stratégie réseaux sociaux, au début sur Facebook principalement pour des entreprises. Et j'ai eu la chance en fait de pouvoir pitcher un peu tous les clients qu'on avait à l'agence et tous ont été intéressés à l'époque. Donc, j'ai vite mis en place, dès ma première expérience en agence, un service de réseaux sociaux. Alors, il y avait quand même des clients qui étaient intéressants. Je me rappelle que j'avais bossé notamment avec EDF ou Crédit Agricole, par exemple. Et donc, je me suis retrouvé vite, au bout de ma première année, à gérer ce petit pôle de réseaux sociaux. J'ai fait ça pendant un an et demi, 2 ans en France. Après, j'avais l'envie de voyager et j'ai été contacté par une agence de relations presse à Montréal, au Canada, qui avait entendu parler de ce que j'avais fait et qui, du coup, m'a proposé de venir faire la même chose au Canada pour une autre agence. Ce que j'ai mis en place aussi, donc j'ai mis un pôle de réseaux sociaux en place dans cette agence-là qui avait au bout de 2 ans, on avait une petite dizaine de clients quand même, avec un ou deux community managers, donc c'était très sympa. Après, je me suis vite mis, après cette expérience-là au Canada, en freelance, et j'ai voyagé un petit peu à droite à gauche. J'avais des clients en indépendant, à l'international, principalement au Canada, en France, naturellement, mais dans tous les secteurs d'activité, que ce soit culturel, banque, technologie, etc. Et donc, j'ai fait ça pendant presque 7 ans. Et c'est à ce moment-là, il y a à peu près 3 ans, on va dire, que j'ai découvert le secteur de la blockchain, tout simplement par investissement au début via le Bitcoin et l'Ethereum, comme je pense beaucoup de gens ont découvert le secteur. Et un peu comme les réseaux sociaux à l'époque, au-delà de m'intéresser à l'aspect spéculatif, je me suis tout de suite intéressé à l'aspect technologique et voilà, la blockchain et les différentes startups, les différents projets qui commençaient à se construire. Et j'ai là aussi vu le potentiel un petit peu de ce que ça pourrait changer pour la société. Donc, je me suis dit, écoute, reste avec tes clients, mais maintenant, utilise ton temps libre pour t'éduquer sur tous les secteurs que peuvent faire évoluer cette industrie, notamment les NFT, la finance, le gaming, on va dire. C'est vraiment les trois secteurs dans lesquels je me suis instruit. Et après 8 ou 9 mois de self-education, on va dire, euh, je me suis mis à la recherche de mes premiers contrats en tant que freelance dans ce secteur-là. J'ai notamment bossé au début avec des projets NFT sur Ethereum, des projets qui ont très bien marché, qui sont encore aujourd'hui des projets qui sont là et qui, je pense, seront là sur le long terme. Et après, voilà, au fur et à mesure, j'ai réussi à trouver mes premiers clients dans l'univers de la DeFi, dans l'univers du gaming, auquel j'ai mis mes connaissances en communication digitale et mes stratégies au service de ces startups-là. Ça s'est très, très bien passé et voilà, de fil en aiguille, je suis devenu partenaire de l'agence Bloc3, qui est une agence de communication internationale travaillant uniquement avec des projets blockchain, comme tu l'as dit. Très récemment, je suis devenu partenaire de l'agence et j'ai quitté le travail indépendant il y a à peu près 2 mois. Super, merci pour ton partage.
Justement, alors enfin de manière chronologique pardon, avec la digitalisation et l'arrivée des réseaux sociaux avec le web 2, avec Facebook et tout ce qui est arrivé par la suite, l'aspect, marketing, réseaux sociaux est devenu de plus en plus important aussi dans le monde professionnel, hein, pour les boîtes, pas seulement que pour les particuliers. La présence digitale sur ces réseaux-là est devenue aussi de plus importante pour pouvoir, reach, enfin pour pouvoir, aller, chercher aussi de nouveaux clients. Ce qui est assez étonnant, c'est que bon, la blockchain qui est évidemment arrivée, on va dire après internet, après le développement d'internet, heu, à ses débuts et pendant longtemps, on a eu besoin de développeurs, hein, principalement, enfin d'entrepreneurs évidemment, mais de développeurs, parce que c'est de la tech, hein, parce qu'il faut coder derrière et on arrive de plus en plus, on va dire, peut-être depuis 2017-2018 et puis d'autant plus maintenant et ça va ne faire qu'augmenter, la nécessité d'avoir d'autres métiers qui vont graviter autour, en l'occurrence, voilà, les réseaux sociaux, le marketing, les relations presse. Est-ce que tu peux, expliquer aujourd'hui, ce que vous faites avec Bloc3 du coup? Ouais, non, bien sûr. Et c'est exactement comme tu viens de dire, en fait, pourquoi j'ai vraiment eu le sentiment de retomber, on va dire, une deuxième fois amoureux de mon métier en découvrant la blockchain. Et vraiment, ça a donné vraiment un second souffle à mon envie de carrière, de développement, etc. C'est vraiment comme tu l'as dit, parce que j'ai eu la chance de mettre les pieds dans l'industrie blockchain exactement au bon moment, c'est-à-dire au moment où après toutes les premières années où les projets, les protocoles se développaient techniquement, maintenant on arrive vraiment à un moment où on n'est toujours pas à l'adoption de masse et à la fois il y a quand même beaucoup de projets qui sont prêts à être utilisés. Donc forcément, il y a une demande en communication, marketing, relations presse qui est énorme. Donc quand j'ai la chance d'avoir l'expérience que j'ai et la passion pour cette industrie-là, c'est vrai que ça m'ouvre des portes et des possibilités qui sont énormes. Donc, moi, par rapport à ce que tu m'as demandé, ce qu'on faisait avec Bloc3, vraiment, mon expertise, c'est vraiment de guider les entreprises et les startups sur comment adopter des stratégies qui sont vraiment efficaces en termes de construire une communauté, en termes d'audience, en termes de réputation, d'abord dans l'écosystème où les entreprises travaillent et après au-delà de l'écosystème. Donc, je le fais à travers Bloc3, je le fais aussi à travers différents accélérateurs de startups, notamment dans l'écosystème d'Algorand, mais bientôt avec d'autres. Parce que voilà, le fait que la plupart des entreprises aient un profil très technologique dans leur équipe et très peu de connaissances en communication, il faut savoir que l'industrie blockchain en matière de relations presse et de communication, c'est très difficile d'y mettre les pieds quand on n'a pas de connaissances, surtout en sortie de bull run, puisque les influenceurs, entre guillemets, que ce soit sur Twitter, YouTube, sont nombreux, qui sont très faciles et très doués pour vous convaincre de leur lâcher un petit billet de 500 pour faire un tweet ou quoi que ce soit. Pareil pour les médias. Et au final, on se retrouve la plupart du temps avec des projets qui pensent que c'est le meilleur moyen de faire de la communication digitale et qui juste gaspillent leur budget sans avoir une vraie stratégie organique derrière. En fait, le mot, c'est ça. Et c'est principalement pour ça que je me suis mis partenaire avec l'agence à Bloc3. C'est que ma partenaire, Rebecca, a vraiment une vision organique pour développer les startups en termes de relations presse. Alors, elle gère principalement la partie relations presse et moi, je suis plus sur la communication digitale. Mais voilà, nos stratégies, c'est vraiment sur de la recherche d'idées, sur comment ne pas faire 90% comme 90% des autres projets, mais faire partie du 5% qui sont vraiment novateurs dans leur communication, dans leur manière de gérer leur communauté, vraiment comprendre les outils qui sont à notre disposition, les outils qui sont les plus efficaces, parce que ça a évolué en termes des différentes années. Et aujourd'hui, on ne gère pas du tout une communauté, même comme on l'a géré il y a 4 ou 5 ans. Donc voilà, c'est vraiment ça l'expertise qu'on essaie d'apporter à nos clients. Super. Justement, c'est vrai que, durant ce cycle, parce que moi j'étais pas là en 2017-2018, mais en tout cas 2020-2021 et on va dire 2020 et 2021, il y a eu le marketing est vachement important parce qu'on a beau avoir un très bon projet,
une très bonne équipe et que tous les feux soient ouverts, si personne ne te connaît, surtout quand, on va dire sur les protocoles DeFi ou autres, où c'est vraiment la course à la liquidité, donc faire venir les utilisateurs, faire venir la liquidité sur ces protocoles, par exemple, ou sur ces collections NFT ou autres, hein, parce que l'aspect communautaire est quand même vachement important, dans le monde NFT, pour que ça puisse aussi, prendre un petit peu. Il y a eu énormément de projets qui ne sont restés qu'à l'état de théorie, qui ont été, ce que j'aime bien dire régulièrement, c'est, mis dans un très beau paquet cadeau et en fait, tout a été basé là-dessus et quand on ouvre le papier cadeau, il y a pas grand-chose derrière, parce que en fait, ça ne repose que sur du marketing et une bonne théorie. Donc il y a un vrai enjeu aussi, par rapport à ça. Justement, parmi ces enjeux-là de marketing, globalement, quels sont les leviers aujourd'hui qui sont importants d'utiliser? Est-ce que ça va être, j'en sais rien, de la présence sur YouTube, de la présence sur Twitter, de la présence dans les métaverses, de la présence sur BFM TV? J'en sais rien, hein. J'imagine qu'évidemment, ça doit matcher les besoins du client, ses spécificités et Oui, autres. oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, non, bien sûr. Mais en fait, c'est ça qui est super intéressant avec chaque client, justement, c'est d'identifier dans un premier temps les forces, le secteur d'activité, les potentiels en termes de communauté. Et forcément, on va adapter les plateformes et les outils en fonction du client, comme tu l'as dit. Après, c'est vrai qu'il y a quand même des plateformes qui reviennent souvent. En général, pour les projets, la plateforme sociale qui est la plus efficace en termes d'audience et de création d'audience et de réputation, c'est quand même Twitter. Maintenant, voilà, quelque chose qui est très important et que la plupart des entreprises et des startups ne font pas, c'est surtout que, en plus d'utiliser les bonnes plateformes, il faut aussi savoir les connecter. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie entièrement de la stratégie que je mets en place avec la plupart de mes startups et que la plupart ne font pas. C'est que, par exemple, voilà, une autre plateforme sociale qu'on voit qui était quasiment pas utilisée ces dernières années, à part par de la communauté gamer, mais qui devient maintenant un outil de plus en plus important pour les projets crypto, par exemple, c'est Discord. Discord, c'est un réseau social qui est super efficace en matière de, communauté, de management de communauté. Les outils qu'on peut utiliser via Discord nous permettent d'interagir tous les jours avec notre communauté et d'en prendre soin, de la récompenser et vraiment de travailler tous les jours avec notre communauté. Et c'est ça qui est important. Maintenant, on voit que la plupart des projets, par exemple avec qui je discute, ont un Twitter et ont un Discord. Donc oui, ils l'ont parce qu'ils ont vu à droite à gauche qu'il fallait avoir ces plateformes-là, etc. Maintenant, ce qui est important, c'est d'apporter de la synergie entre ces plateformes-là, de se servir un petit peu, si je peux imaginer, la base, on va dire, de ma stratégie en ce qui concerne ces deux plateformes-là, c'est vraiment de voir Twitter comme la voiture et Discord comme le moteur de la voiture. Discord, en fait, c'est un super outil pour construire un noyau dur de votre communauté, de tous les jours interagir avec eux, vraiment construire avec des gens qui vont être les plus loyaux envers votre projet et d'utiliser cette communauté-là pour booster après le contenu sur Twitter qui va vous aider à expandre l'audience. Donc, c'est après les autres YouTube, etc. C'est quand même des outils qui peuvent être importants. Évidemment, ça va dépendre, comme tu dis, du projet. Mais en général, si on veut être en matière d'efficacité, c'est-à-dire si on veut avoir les meilleurs résultats qualitatifs et quantitatifs dans un laps de temps le plus court possible, en général, on bosse surtout avec Discord et Twitter. Ouais. Non, non, c'est fou parce qu'encore une fois, dans la constitution du projet, pour que tout soit enfin, faut que la recette globale soit bien faite et le marketing aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire: «On va délaisser ça, c'est simple, ça va se faire tout seul». Mais en fait, comme tu dis, hein, il y a des mécaniques astucieuses, pour créer des synergies, et faire que ça s'accélère, plus rapidement, qui ne sont pas innées et en fait et C'est surtout derrière, en termes d'idées, en fait. Même le management de communauté, on va dire au début des réseaux sociaux, et on ne parlait pas vraiment de communauté, c'était d'utilisation personnelle et c'était avant tout un moyen de communiquer. Après, on est rentré dans ce qu'on va appeler l'ère des influenceurs, où vraiment la communauté sur les réseaux sociaux, c'était vu comme une audience d'une chaîne de télé, donc juste un outil qu'on va essayer de grossir au maximum parce qu'après, ça nous permet d'avoir des revenus publicitaires. Aujourd'hui, quand on parle de communauté, et surtout dans le Web3, ça a encore évolué. Aujourd'hui, il faut que la communauté, si on ne travaille pas tous les jours avec elle, si on ne la récompense pas régulièrement pour son engagement,
voilà, le maître mot, c'est l'engagement aujourd'hui. Au début, et on le voit depuis quelques années, mais plus maintenant, aujourd'hui, l'outil de mesure, c'est l'engagement. Donc, vous pouvez avoir une grosse communauté que vous avez réussi à construire parce que vous avez acheté un NFT Bored Ape Yacht Club et que vous l'avez mis en photo de profil et que du coup, bah, il y a beaucoup de gens qui vous ont suivi et que oui, vous pouvez vous retrouver à une page Twitter ou Instagram ou peu importe qui a 100 000 ou 200 000 abonnés, mais si vous n'avez pas d'engagement, au final, la stratégie, elle n'est pas là. Et comme tu disais, on se retrouve avec un beau papier cadeau, mais rien à l'intérieur. Si on veut nourrir le papier cadeau, il faut forcément combiner une technologie poussée et très innovatrice en termes du projet et du protocole, et à la fois une stratégie organique de réseaux sociaux basée sur l'engagement, basée sur la force de communauté et basée sur l'intelligence et l'innovation des stratégies. Si on arrive à construire ces deux-là, là, on se retrouve avec non seulement un beau papier cadeau, mais un super joli cadeau à l'intérieur. Et c'est surtout qu'on, dans les moments de marché comme on est actuellement, en bear market, on a besoin de ces deux choses-là, parce que si vous arrivez à construire des bases solides comme ça sur ces deux points-là en bear market, alors là, les projets qui arrivent à faire ça, ils ont gagné pour le prochain bull market et ça sera les projets les plus solides qu'on verra dans l'évolution de marché. Ouais, parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'il y en a aussi qui font des opérations marketing, en spot pour vraiment faire, on va dire du quick and dirty, mais s'il y a que ceux qui vont construire ça de manière organique pendant cette période un petit peu basse, qui vont avoir quelque chose de sain aussi, de sain pour la suite. Quand tu dis réseaux sociaux et ou médias en général, moi j'aimerais bien avoir ton avis sur tout ce qui va être, soit, écrit, donc par exemple des blogs, des forums, des journaux, tout ce qui va être vidéo ou tout ce qui va être simplement audio, type du podcast pur, audio. Est-ce qu'il y a des choses qui marchent plus que d'autres? Comment tu sens la chose? Ouais. Moi, là, on a parlé plus de la stratégie au niveau de la synergie, etc. Après, c'est sûr qu'il y a toute une stratégie en termes de contenu qui vont être les plus efficaces. Et clairement, je pense que tout le monde est d'accord, on en a discuté un petit peu avant aussi, le contenu vidéo, que ce soit au niveau algorithmique ou tout simplement parce que, il ne faut pas se mentir, les gens deviennent de plus en plus feignants, entre guillemets. Alors, ce n'est pas forcément, je pense, de la fainéantise, c'est juste que voilà, c'est de la facilité d'accès à l'information. Et en effet, si on veut, vous pouvez prendre le temps d'écrire un super bel article, de passer énormément de temps à faire un contenu écrit. Vous allez le relayer sur une page Twitter, admettons, même qu'à, on va dire, 150 000 abonnés. Vous allez leur dire, encore avec un petit texte sur le tweet, cliquez ici pour aller lire l'article, etc. Machin. Au final, si on parle de gens qui vont vraiment lire l'information que vous voulez transmettre à travers ce contenu-là, eh ben, c'est dommage, mais on va avoir beaucoup plus d'engagement et vous allez vous retrouver avec beaucoup plus de gens qui vont lire votre information si vous la donnez directement via une vidéo, même si vous la postez sur une page qui, au lieu d'avoir 150 000 abonnés, va en avoir quelquefois 3 ou 4 000 si vous êtes intelligent dans votre stratégie. Parce que si vous postez une vidéo avec une information éducationnelle qui est de la bonne information et que vous utilisez en plus de la vidéo certains autres outils stratégiques qui vont vous permettre de diffuser plus fortement votre message, ben voilà, vous allez vous retrouver avec un contenu qui est plus efficace. Donc oui, bien sûr que le contenu vidéo, le vidéo est celui qu'on privilégie. Il faut être encore une fois innovant dans la manière de le construire. Alors après, bien sûr que les autres contenus peuvent toujours aussi être efficaces. Mais si on va dans l'air du temps et qu'on veut vraiment être le plus efficace possible, le contenu vidéo, de toute façon, on le voit à travers les nouvelles plateformes sociales, des trucs comme TikTok. On voit aussi que sur toutes les autres plateformes de réseaux sociaux, ça pousse le contenu vidéo de plus en plus. Et voilà, et c'est tout simplement parce que ces plateformes-là, elles veulent que les gens restent le plus longtemps possible sur les plateformes et que forcément, bah, si les gens regardent une vidéo d'une minute, l'algorithme va comprendre que les gens restent plus longtemps sur la plateforme. Donc, organiquement, il sera poussé plus. Ouais, ouais, bah, effectivement, alors moi je prends pas de jugement de valeur parce que je le prends de manière neutre, mais les gens ont de plus en plus la flemme de lire. Tout ce qui va être vidéo, c'est quand même, plus simple. Moi, je vois qu'on se dirige aussi vers des formats de plus en plus courts qui sont un peu à cheval, entre le divertissement et l'information et justement, enfin, moi je te pose la question parce que c'est intéressant, ça doit faire, 5 ou 6 fois qu'on me dit: «Pierre, mets-toi sur TikTok».
et chose que moi je suis très loin de tout ça, mais à la fois, faut voir les chiffres, hein, faut voir les indicateurs. Quid de TikTok, quoi? Qu'est-ce que c'est que TikTok? Ou Eh ben, TikTok et Web3, qu'est-ce que tu en penses? honnêtement, alors, par rapport au lien avec le Web3 et pour des compagnies et des startups à proprement parler, par exemple pour des projets DeFi, etc., bon, ce n'est pas une plateforme qu'on va travailler vraiment après, au long du chemin, quand on a un peu plus de temps et un peu plus de moyens, parce que c'est sûr et certain qu'en termes d'efficacité, ça va prendre beaucoup plus de temps. Par contre, après, je pense que moi, je vais te donner un petit secret, entre guillemets, c'est que pendant le confinement, je me suis retrouvé avec beaucoup de temps libre et je me suis lancé dans un petit truc un peu humoristique. Je ne donnerai pas le nom de la page parce que des fois j'ai un petit peu honte, mais au final, j'ai passé, je pense, 3 mois à faire que du TikTok toute la journée. Ma femme pétait un petit peu les plombs. Et je me suis retrouvé avec une page à 25 000 abonnés. Mais en fait, même si bon, j'ai après complètement abandonné la page et j'ai jamais continué là-dessus, ça m'a énormément aidé en termes de compréhension algorithmique et le rapport à la vidéo et des réseaux sociaux. Et je sais qu'aujourd'hui, pour mes clients, ça m'a énormément aidé, quoi. Donc, et pour quelqu'un, pour un projet comme le tien, ça pourrait aussi être bien parce qu'il faudrait ça pourrait être du contenu informel, etc. Et c'est du contenu vidéo, donc oui, ça pourrait être bien. Après, quelquefois, c'est encore un petit peu difficile à comprendre TikTok, mais oui, non, c'est clair que c'est par centre d'intérêt. Donc, si tu targetes bien ton truc, ça pourrait très bien marcher. Ouais, ouais, ouais. Bah, puis comme tu dis derrière, c'est que des algorithmes qui font que tu vas être plus ou moins mis en avant, donc il y a toute cette mécanique-là à comprendre, derrière en fonction de son id de ce enfin de l'auditoire qu'on Et souhaite les targeter. trends on va dire les outils ou les petites astuces qui sont efficaces pour justement faire marcher cette algorithmique-là. Moi, ce qui m'impressionne avec TikTok, c'est que ça évolue à une vitesse insensée, quoi. Si tu n'y vas pas pendant 2 mois, tu vois que c'est plus les mêmes outils qu'utilisent les gens pour booster leurs vidéos. C'est impressionnant la vitesse à laquelle ça évolue. Ouais, ouais, ouais. OK, on va arriver quasiment déjà sur la fin. Moi, je voulais t'emmener quand même sur la dernière question, sur les réseaux sociaux décentralisés, l'avenir du réseau social. Comment tu sens les choses? Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de centralisation et que nos données personnelles sont, voilà, sont évidemment, trop, utilisées et mises à disposition? Est-ce que tu sens des tendances qui commencent à se créer pour se dire: «Bah, demain, j'en sais rien moi, Twitter, oui, il y a un gros potentiel pour implémenter des NFT, pour, se réapproprier son contenu aussi». Comment tu sens les choses? Alors, je pense c'est un sujet qui est aussi passionnant et il y a plusieurs manières, il y a plusieurs sujets de discussion sur lesquels on peut aller, mais en gros, je dirais qu'en termes d'adoption de technologie blockchain, si on parle de NFT, transfert crypto, peut-être connexion de wallet, etc., je pense qu'une plateforme comme Twitter, avec quelqu'un comme Elon Musk, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais ça m'a l'air d'être quelqu'un qui veut aller dans cette direction-là. Après, je ne suis pas certain qu'au-delà de ça, il aille vers de la décentralisation pure et dure. Ce qui est bien évidemment la raison principale pour laquelle les technologies blockchain sont là. Et je pense que de toute façon, pas uniquement dans les réseaux sociaux, mais on va avoir cette guerre dans l'adoption de masse qui va arriver entre la centralisation et la décentralisation. Là, ce qui s'est passé avec FTX dans la finance. Voilà, il va y avoir ce sujet de décentralisation et les gens qui vont vouloir être décentralisés, les gens qui vont y voir du mal dans la finance, dans tout, y compris dans les réseaux sociaux. Je sais pour connaître des gens qu'il y a déjà des gens qui construisent des plateformes de réseaux sociaux décentralisés. C'est des projets qui sont super. C'est des projets qui, à mon avis, ont un grand potentiel. Et moi, personnellement, c'est comme ça que j'imagine la chose. Là, on parlait de l'évolution du community management et on va vers plus d'engagement. J'aimerais vraiment voir une plateforme de réseaux sociaux où les gens, via tokenisation, seraient récompensés pour leur engagement. Parce que forcément, si on sait qu'on peut être récompensé pour engager avec du contenu et un certain acteur sur les réseaux sociaux, eh ben, c'est clair et net que ça va encourager à l'engagement. Et par exemple, pour les créateurs de contenu comme toi, ça va être un moyen de rémunération beaucoup plus efficace d'être rémunéré basé sur l'engagement qu'on génère plutôt que sur l'audience ou le nombre de vues, etc. Parce que ça, c'est plus facile de tricher, par exemple. Donc oui, je pense et j'ose espérer que d'ici quelques années, tous les plus gros réseaux sociaux qui seront utilisés seront décentralisés avec des DAO, avec des votes de communauté qui permettront aux utilisateurs, aux créateurs, mais aussi aux utilisateurs, spectateurs, entre guillemets, d'être récompensés. Maintenant, est-ce que, entre guillemets, on laissera faire les choses?
Est-ce que les gros patrons, dont Elon Musk, Meta, toutes ces grosses plateformes-là, voilà, on connaît l'influence qu'ils ont aujourd'hui, on connaît le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. Donc, est-ce qu'ils vont laisser faire ça? Je ne sais pas. Mais c'est passionnant. On va vers Ouais. une époque qui, à une société qui va énormément évoluer. Enfin, voilà. Et je pense que ça pourrait être un bon mot pour conclure l'interview. J'étais invité à l'événement annuel de l'écosystème d'Algorand à Dubaï cette semaine et je discutais avec Michael Harrington, qui est un des plus gros investisseurs américains dans le monde technologique. Il a connu à peu près toutes les bulles, dont Internet, voilà, toutes les innovations écologiques et technologiques. Il en a fait part et il a investi. Il s'est cassé la gueule et il a réussi d'autres coups. Et quand je discutais avec lui, il m'a dit, tu sais, Florian, je pense que je n'ai jamais, même en ayant connu Internet, par exemple, je pense que j'ai jamais été aussi excité et aussi impressionné par les technologies blockchain et ce qu'on voit et ce qu'on est en train de se voir là. Donc, moi, c'est le mot que j'aurais envie de dire pour les jeunes qui nous regardent ou même les gens qui sont, par exemple, dans mon corps de métier, dans la communication, qui ont peut-être un peu perdu l'envie, qui sont un peu bouchés et tout. N'ayez pas peur de venir dans l'industrie blockchain parce qu'au-delà de tout ce que vous pouvez entendre, de l'aspect spéculatif, l'aspect marché boursier, etc., il y a au-delà de ça, il y a vraiment énormément de choses qui se construisent derrière. Et même s'il y aura des hauts et des bas, si vous mettez les pieds là-dedans aujourd'hui, je pense que vous ne le regretterez pas. C'est un très bon mot de la fin, Florian, et c'est vrai qu'il y a énormément de bonnes choses à faire. C'est pas, malheureusement, l'image véhiculée par, les médias, les politiques ou autres sur, l'association de la blockchain aux cryptomonnaies et du coup des cryptomonnaies à la spéculation qui est voilà, qui est inhérent à chaque fois qu'il y a des grosses arrivées qui viennent. Il y a des très, très belles choses, à faire pour changer drastiquement la manière dont on interagit aussi, entre nous et voilà, pour les réseaux sociaux, faut pas oublier quand même que c'est nous, qui avons la main. Si demain, tout le monde décide de quitter, Facebook, Facebook, crève quoi. Donc c'est nous qui avons la main là-dessus, c'est nos choix, ils ont énormément d'impact. Je te remercie pour ton temps et ton partage, Florian. À bientôt. Ben, merci à toi, Pierre, c'était un plaisir.